Le thème d'aujourd'hui, ça va être comment mener sa barque dans cet océan de pages. Parce qu'en fait, Google, c'est 130 000 milliards de pages actuellement. Ça évolue chaque jour. Il y a de nouveaux sites qui sont mis en ligne tous les jours. Il y a de nouvelles pages. Et du coup, là, l'objectif de cette séance, ça va être de savoir comment faire pour rendre mes pages visibles sans être forcément un mastodonte. Parce que, ben oui, il y a des très gros acteurs sur le web, mais comment on fait quand on est une TPE, une PME, pour arriver à positionner ses pages sans forcément avoir un budget colossal ou avoir une puissance de feu énorme. Un autre chiffre qui est super important, c'est que chaque seconde sur Google, il y a 80 000 requêtes. Donc en gros, une requête, c'est quand quelqu'un tape une expression dans le moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle aussi un besoin. En général, la requête, elle transcrit le besoin d'un internaute. Donc chaque jour, on a quasiment 7 milliards de requêtes qui sont faites sur Google. Qu'on va essayer de regarder comment essayer de gratter un maximum de ces requêtes et comment essayer de se positionner correctement sur celles qui nous intéressent et qui seront pertinentes par rapport à notre activité. Un autre chiffre qui est encore plus important, je pense, c'est que sur ces 7 milliards de requêtes journalières, il y en a 15% qui sont nouvelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été tapées dans le moteur de recherche. Donc à chaque fois qu'on se lève, chaque matin, en gros, il y a 500 millions de requêtes qu'il va falloir aller conquérir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que même s'il y a des gros acteurs, ben, si on est malin, on va pouvoir aller chercher de nouvelles requêtes. Et puis pareil, ça donne un peu d'espoir parce que ben oui, il y a beaucoup de pages sur le web, beaucoup de requêtes tapées par les internautes, mais chaque jour, il y en a des nouvelles. Donc on va essayer d'être malin et puis d'aller chercher des requêtes qui sont nouvelles ou d'utiliser des modèles de construction de requêtes que les internautes utilisent. Une petite présentation sommaire. Donc, qui je suis? Je m'appelle Antoine, je suis professionnel du référencement depuis 2010. J'ai aussi été professeur en licence IMAT à Mulhouse, anciennement en licence RRW. Je suis aussi formateur pour mes clients, je fais de l'édition de sites à titre personnel et depuis 1 an et demi, je suis e-commerçant pour le site Les Shops Françaises. J'ai travaillé donc 8 années en agence. Là, c'est quelques références que j'ai pu traiter, des clients, nationaux, internationaux. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la montre. À mes débuts, j'ai travaillé aussi pour Expédier par Amazon. C'est un service, qui maintenant s'est beaucoup développé. J'ai travaillé pour des sites médias, des sites d'hôtels, des sites, voilà, très variés. C'est l'avantage de travailler en agence, c'est qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses, différentes. Et maintenant, depuis 2018, je suis à mon compte et du coup, ben, j'accompagne mes clients pour avoir un maximum de trafic et derrière générer du business. Alors, à la base, on va regarder un petit peu comment fonctionne le moteur de Google. On va pas faire quelque chose de très, très compliqué. On va rester juste voilà, pour comprendre en gros le fonctionnement parce que ça n'a pas d'importance que vous compreniez vraiment tous les détails de comment ça fonctionne. Et même les gens chez Google ne savent pas exactement comment ça fonctionne parce qu'en fait, la machine, elle apprend énormément. Chaque jour, il y a des gens qui travaillent pour Google qui analysent des pages et qui vont en fait entraîner le moteur de Google à mieux comprendre le web et à mieux comprendre les pages. La base, déjà, le référencement pour qu'on passe sur un point d'égalité et que tout le monde soit au courant. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà la définition du SEO. SEO, donc, c'est un acronyme anglais qui signifie Search Engine Optimization. En français, on l'appelle aussi référencement naturel ou référencement organique, parce que c'est l'algorithme principal de Google et on appelle souvent ça naturel parce que c'est son algorithme de base qui n'est pas lié à sa régie publicitaire. Donc en fait, à quoi ça consiste le référencement? C'est d'optimiser un contenu pour qu'il ait la meilleure visibilité possible dans un moteur de recherche. Dans notre cas, en fait, on parlera uniquement de Google parce qu'en France, il est majoritaire. Mais si jamais vous devez attaquer d'autres marchés, ben, n'hésitez pas à regarder quelles sont les parts de marché des moteurs de recherche dans le secteur que vous allez attaquer. Par exemple, en Russie, ça peut être intéressant de travailler sur Yandex, qui est un moteur qui est fait sur le cyrillique. Sinon, c'est bien aussi de connaître d'autres moteurs comme par exemple Baidu, c'est pour le marché chinois. Et puis sinon, Quant, c'est le petit français.
qui est un petit peu différent de Google et qui peut être intéressant si vous voulez être, entre guillemets, moins pisté quand vous utilisez un moteur de recherche. Il y a 3 piliers dans le référencement naturel. Tout d'abord, il va y avoir la technique. La technique, en fait, c'est comment votre site est développé, comment, il est codé et l'objectif, de ce pilier, ça va être de rendre votre contenu accessible aux moteurs de recherche pour qu'en fait, ils puissent analyser, ben, vos pages et votre contenu et qu'ils puissent, comprendre votre site web. Ensuite, il y aura la partie sémantique. Donc ça, c'est tout ce qui aura attrait au contenu, que ça soit votre contenu textuel, vos images, vos vidéos ou toutes sortes de contenus et aussi toutes les balises HTML qui vont pouvoir donner du sens. Par exemple, un truc tout bête sur une image, très souvent quand on prend une photo, on va avoir un nom de fichier image qui sera une suite de chiffres ou de numéros img.jpg. Ça, sémantiquement, c'est pas bon. Donc, typiquement, si jamais vous devez positionner une image sur le web, travaillez déjà le premier truc que le moteur de recherche verra, c'est-à-dire le nom du fichier image. Donc, la sémantique, c'est vraiment d'aller travailler tous les endroits où on peut mettre du sens sur nos contenus. Et ensuite, le troisième pilier, ça va être la popularité. En fait, Google, comment il mesure la popularité? Il va se baser en grande partie, hein, pas que, mais en grande partie sur les liens. Les liens que votre site reçoit depuis d'autres sites web. Donc, plus les sites qui vous feront des liens seront d'autorité, seront populaires, en gros, ils vous transmettront en faisant des liens une partie de leur popularité et une partie de leur autorité. Donc, en fait, on va essayer d'acquérir aussi un maximum de liens depuis des sites qui sont pertinents dans notre thématique. Donc voilà, un petit récap des 3 piliers. La technique, donc on va faire pour que le code du site il puisse faciliter l'accès au moteur de recherche, pour qu'ils puissent nous mettre dans leur index et ensuite analyser nos contenus et bien nous positionner. Donc ça, c'est vraiment la base en fait. Si vous avez un bon contenu mais que la technique empêche Google d'y accéder, ce ne sera pas possible. Vraiment, il faut une structure technique, une base technique qui soit saine. Ensuite, la sémantique, ça va être tous les contenus de votre site qu'il va falloir optimiser pour répondre aux attentes des internautes. Parce qu'on se rappelle, l'objectif, si on veut se positionner sur des requêtes, sur des besoins d'internautes, il va falloir qu'on essaie d'être le plus pertinent et apporter la meilleure réponse à l'internaute pour que Google nous mette le plus haut possible dans son moteur de recherche. Et ensuite, le troisième point, c'est la popularité. Donc les liens, c'est un petit peu comme des votes. C'est comme si les gens allaient voter pour vous, allaient vous donner une partie de leur confiance. Et du coup, Google, plus vous aurez de liens de confiance, plus vous aurez d'autorité. Après, le mieux, c'est d'avoir aussi des liens qui sont thématisés, qui sont dans votre thématique, pour être d'autorité dans votre thématique. Si jamais vous vendez des voitures, avoir des liens sur le jardinage, la thématique du jardinage, ça n'aura pas forcément d'intérêt. Donc ça, c'est simplement du bon sens. Alors, le fonctionnement des moteurs de recherche. Là, c'est, comme je vous ai dit, un fonctionnement simplifié, mais vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, c'est largement suffisant. La première étape des moteurs de recherche, ça va être l'analyse. En gros, ils vont aller parcourir toutes les pages du web. C'est ce qu'on appelle le crawl. Le crawl, vous verrez plus tard, je vous présenterai des crawlers qui permettent de parcourir les pages d'un site web. En gros, c'est ce que les robots, les bots de Google font sur le web. Ils vont visiter les pages de tous les sites web, un maximum de sites web, pour récupérer des données. Une fois qu'ils sont allés visiter toutes ces pages, qu'ils ont récupéré des données, ils vont créer, en fait, Google va créer une grande base de données. C'est ce qu'on appelle son index. En fait, c'est simplement une base de données avec toutes les informations des sites web. Ça, on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a dedans, mais peu importe. Le but, c'est que Google puisse venir crawler notre site, le parcourir, récupérer nos données, les analyser. Et puis après, en troisième étape, il va organiser en fait toutes les pages, toutes les informations qu'il aura collectées. Il va les organiser dans ces pages de résultats. Et du coup, il va positionner les pages qui seront à ses yeux les plus pertinentes par rapport à la requête de l'internaute. Donc, une fois que vous avez compris ce fonctionnement-là, la base, vraiment, ça va être de mesurer mon indexation. Parce que si je veux être dans Google, si je veux voir comment Google me perçoit, il faut déjà que je sache mon indexation. Est-ce que je suis présent ou pas dans Google? Donc pour ça, une commande qui est très utile, c'est la commande site 2 points.
Si jamais vous voulez la tester, en fait, ouvrez un onglet avec Google, vous prenez le nom de domaine de votre site, vous tapez site 2 points, sans espace et vous collez directement votre nom de domaine. Là, je l'ai fait avec le site de Numérica et on voit Google me remonte 252 résultats. Donc, a priori, Google a 252 résultats, ça peut être des pages, des fichiers ou autres, dans son index pour le site de Numérica. Je vais vous montrer ça en live. Donc voilà, on a donc Numérica. Hop. Bon, là, j'ai pas le même résultat parce que j'ai pas dû faire la bonne requête. Si, ça devait être ça. Ou alors ça a changé depuis que j'ai fait mes slides. Peut-être, ça a peut-être changé, ça a évolué. Donc là, on est sur 165. Tout à l'heure, on était à 260. Ça fausse un peu, c'est l'effet Bonaldi, c'est pas grave. Ce qui va être important, c'est d'aller tout au bout, d'aller sur la dernière page et de voir ce que Google nous affiche en bas. Vous voyez là, il nous affiche qu'en gros, les résultats les plus pertinents, il y en a 106. Donc en gros, pour le site de Numérica, Google nous dit j'ai 106 résultats qui sont pertinents, qui sont présents dans mon index et que je considère pertinents. Quand j'ai fait ma présentation, il y en avait 105. Peu importe, c'est voilà, c'est juste pour que vous compreniez. En gros, on va à la fin de l'index parce qu'en gros, il a d'une partie ce qu'il a dans son index, mais après, il a un genre d'index primaire, on va dire, qui est avec les pages les plus pertinentes, et du coup, il en trouve 105. Maintenant, pour pouvoir calculer un taux d'indexation, en fait, le taux d'indexation, ça va être notre pourcentage de pages indexées. Et donc, pour ça, il faut qu'on connaisse le nombre de pages de notre site web. Pour le site de Numérica, ben, je ne connaissais pas le nombre de pages qu'ils avaient. J'ai utilisé Screaming Frog SEO. Je vous donnerai les liens tout à l'heure pour ces outils-là. C'est ce qu'on appelle un crawler. Donc en gros, on rentre l'URL d'un site web, on lui dit de parcourir le site web et il va nous remonter en fait toutes les URL du site web. Là, pour Numérica, il me donne 287 URL. Mais dedans, il y a du coup des images. Vous voyez, il y a des .png, .jpeg, il y a des SVG, il y a des pages HTML, il y a des fichiers JavaScript, il y a des PDF et autres. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les pages HTML. Donc si jamais je vais sur Screaming Frog, vous voyez, ça se présente comme ça. Et là, en fait, je peux choisir le type de fichier qui m'intéresse. Donc si je mets HTML, vous voyez, il me met 102 résultats. Donc en gros, j'ai 102 pages HTML sur le site de Numérica. Et d'un autre côté, j'ai donc j'ai hop, ma présentation qui bug. OK, voilà. J'ai donc 105 pages indexées dans Google et j'en ai 102. Donc le calcul de votre taux d'indexation, un petit peu de mathématiques, mais ça va, c'est pas des mathématiques trop compliquées. Donc ça va être votre nombre de pages indexées fois 100 divisé par votre nombre de pages HTML. On verra par la suite, ce n'est pas forcément que les pages HTML, on peut aussi après faire la même chose pour uniquement nos images, nos PDF ou autres. Dans notre cas, on a donc 105 pages indexées, on multiplie par 100 et on divise par les 102 pages qu'on a trouvées grâce au crawler. Là, on tombe sur un pourcentage qui est un petit peu bizarre parce qu'en gros, ça veut dire que dans Google, on a plus que nos pages. On a plus de 100%, donc en gros, on a plus de pages indexées que le site en contient. Donc là, c'est pas possible. Normalement, quand vous ferez le calcul chez vous, vous aurez des taux d'indexation qui seront peut-être de 30% de pages indexées, 50, 60, 70. Le but, c'est de se rapprocher des 100%. Par contre, si vous dépassez les 100%, il doit y avoir un souci. Il va falloir regarder d'un peu plus près s'il n'y a pas un problème. Mais en tout cas, cet indicateur-là, il est important parce qu'il nous dit ben voilà, quelle est ma part de pages indexées par rapport à mon nombre de pages réelles. Et ça, c'est vraiment, ben, ça peut permettre de détecter des problèmes sur le site. Si jamais j'ai que 30% de pages indexées, ça veut dire qu'il y a 70% de mes pages qui ne sont pas présentes dans Google. Et du coup, il y a certainement un blocage, quelque chose qui fait que mes pages ne s'indexent pas dans Google. Là, si je regarde en fait la requête, donc j'ai fait une commande site 2 points et j'ai ajouté file type pour PDF. Et on voit il y a 9 PDF qui sont présents dans Google. Donc en fait, la différence qu'on a, elle peut venir de ça. Et en fait, si je regarde dans Screaming Frog, tout à l'heure je vous avais montré, on peut avoir HTML, mais si je choisis PDF,
on voit que j'ai 6 PDF. Donc, je vais reprendre mon calcul de tout à l'heure. Donc, on a 102 pages HTML plus 6 fichiers PDF, on a 108. Et en gros, on refait le calcul avec les 108. Et là, on tombe à 97% de pages indexées. Là, du coup, ça nous paraît plus juste. Et du coup, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a moins de 3% des pages du site de Numérica qui ne sont pas indexées. Donc ça, si vous arrivez à atteindre un score comme ça, ce sera très bien. Un taux d'indexation de 97%, c'est vraiment excellent. Donc si jamais vous avez ça, tant mieux. Par contre, si vous n'avez pas ça, ben, essayez de vous en rapprocher au maximum. Essayez en fait d'atteindre le plus proche possible de 100%. Ensuite, si jamais il y a des choses bizarres dans votre taux, donc si votre taux il dépasse les 100%, ou si voilà, le chiffre vous paraît bizarre, bah, vérifiez votre calcul et puis sinon, vous pouvez aussi faire quelque chose, qui va être utile, c'est de comparer les pages présentes dans l'index de Google avec les pages du site. Donc pour faire ça, je vais vous présenter, hop, un petit outil qui est très pratique, ça s'appelle SEO Mignon, assez facile à retenir. Donc, si jamais je vais sur Google, je prends juste donc ma liste de pages. Normalement, donc on est à 165. Hop, j'ajoute en fait end égale end num égale 100. Comme ça me permet d'avoir 100 résultats par page. Donc ça, c'est pour simplifier le travail, que vous n'ayez pas à faire trop de copies. Et vous voyez le petit outil SEO Mignon, c'est un add-on. Vous avez juste à l'ajouter. Et en fait, il va vous permettre de récupérer toutes les pages, en fait, toutes les URL qui sont présentes dans Google. Donc là, si je le lance, je lui dis Go, il m'a copié les 100 résultats. Ensuite, je vais sur la deuxième page, hop, et je récupérerai du coup les 6 résultats qui restent. Hop, je ferai aussi une copie et je mets ça dans un tableur Excel ou autre, et je vais aller le comparer avec les URL que j'ai récupérées ici. Donc en fait, on va analyser, voilà, on va comparer nos deux listes d'URL pour voir quelles sont les pages qui sont présentes dans Google et celles qui ne le sont pas. Ça vous permettra de voir plus en détail et de mieux comprendre. Pour ça, du coup, il y a la recherche V. C'est une fonction qu'il y a sur Excel ou Google Sheet qui permet de comparer en fait des URL. Enfin, des URL ou des listes d'éléments. Une autre façon aussi de faire une analyse plus poussée, si vous voulez aller encore plus loin, ça va être de comparer vos pages indexées, donc les pages qui étaient présentes sur Google, avec les pages qui font du trafic. Parce que ça, en fait, ça va être intéressant d'un point de vue, j'ai, je ne sais pas, j'ai 100 pages qui sont présentes dans Google, mais j'ai que 50 pages qui font du trafic. Il y a un problème. Ça veut dire que j'ai 50 de mes pages qui, oui, elles sont présentes dans Google, mais elles ont sûrement une position qui est trop basse. Ils sont trop loin dans l'index pour que ça génère du trafic. Donc, il va falloir prendre ces pages-là et peut-être retravailler des contenus ou leur donner de la force avec des liens. Il va falloir analyser ça de plus près et voir comment optimiser ces pages pour qu'elles arrivent enfin à se positionner et nous générer du trafic. Donc là, petit aparté, donc les 2 crawlers, celui que je vous ai présenté, c'est Screaming Frog. Je vous laisserai, de toute façon, vous aurez ma présentation à la fin. Vous pouvez aller le chercher. Il est gratuit jusqu'à 500 URL, donc si votre site n'est pas trop gros, ce sera largement suffisant. Et sinon, il y a XenuLinkSlut qui est gratuit totalement. Il est un petit peu plus archaïque, il fait un petit peu peur. Si vous allez sur le site, vous verrez, voilà, ça fait un peu peur, mais il ne faut pas avoir peur. C'est un outil qui est très léger, très fonctionnel et qui est gratuit. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut du gratuit ou soit on paye. Mais en tout cas, il fait très bien le travail. Et si vous avez un site voilà, qui a peu de pages, ces 2 outils-là vous suffiront amplement. Ensuite, une fois que je sais, voilà, si mes pages, elles sont indexées dans Google ou pas, je vais essayer de faire une stratégie de contenu. Parce qu'on l'a vu, il y a la technique. Donc la technique, là, du coup, on a vu un petit peu l'indexation des pages. Si mes pages ne sont pas bien indexées, je vais aller chercher du côté de la technique. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas faire ça parce que la technique, ça va peut-être être le côté un petit peu le plus rébarbatif et le plus complexe de notre métier. Le but, c'est de vous donner des choses concrètes que vous pouvez appliquer même sans être un professionnel du référencement. Donc là, on va essayer de trouver qu'est-ce que tapent mes clients dans Google.
pour pouvoir faire une stratégie de contenu. Déjà, un principe qui est ultra important en référencement, là, avec c'est SEMrush qui avait fait une explication de la longue traîne. Donc, le principe de longue traîne, c'est-à-dire que euh, là, on a des top expressions. Par exemple, plant de tomate, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de recherches mensuelles. En gros, il va y avoir 22 000 recherches mensuelles sur Google. Donc c'est très gros comme, volume de recherche. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à ces expressions-là. On va aller chercher des expressions de longue traîne, donc qui généreront moins de recherches mensuellement, mais par contre qui convertiront beaucoup plus. Vous voyez sur l'axe des abscisses, vous avez le taux de conversion et sur les ordonnées, vous avez le volume de recherche. Donc plus les volumes sont élevés, en gros, plus vos expressions sont simples ou génériques, plus elles vont faire de volume, mais par contre, elles vont très peu convertir. Vous voyez, on est sur une conversion très faible. Par contre, sur des expressions de longue traîne, on va être sur des volumes de recherche, enfin, les expressions vont être peu recherchées par les internautes, mais par contre, l'internaute qui cherche ça, il sera très avancé dans sa recherche. C'est comme si quelqu'un tape, par exemple, voiture dans Google, on ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut voir une image de voiture? Est-ce qu'il veut acheter une voiture d'occasion? Est-ce qu'il veut savoir comment fonctionne une voiture? On ne sait pas du tout. Alors que quelqu'un qui tape Peugeot 206 occasion 2018, enfin peut-être pas 2018 si c'est une 206, mais en tout cas voilà, il sera beaucoup plus avancé dans sa recherche. Il saura déjà qu'est-ce qu'il veut et du coup, il sera plus enclin à convertir, du coup, à acheter si jamais on lui propose une page qui lui présente la voiture qu'il veut dans la bonne marque, avec le bon modèle et la bonne année modèle. Donc ça, vraiment, c'est important parce que très souvent, les clients, bah, ils veulent aller sur des requêtes génériques, très génériques. Oui, moi, je veux être premier sur voiture d'occasion. Bah, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, il va falloir fournir énormément d'efforts, il va falloir être très puissant point de vue des liens pour pouvoir se positionner et du coup, en fait, bah, on va gaspiller beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour au final peut-être même pas se positionner. Alors que si on va sur des requêtes de longue traîne, on aura beaucoup moins de concurrence, on aura beaucoup plus de chances de se positionner avec simplement un très bon contenu et quelques liens. Et du coup, en fait, on va générer directement beaucoup plus vite du trafic et aussi des conversions. C'est ça qu'on recherche, il faut faire de l'argent derrière. Et en fait, à force de traiter des expressions de longue traîne, plus on va traiter des expressions de longue traîne, en fait, naturellement, le moteur de recherche va comprendre qu'on est pertinent sur les expressions plus génériques et de plus en plus génériques. Vous voyez là, dans l'exemple avec les plants de tomates, bah, si je traite beaucoup de questions, par exemple, pourquoi mes plants de tomates jaunissent, comment choisir ces plants de tomates, comment faire ces semis de tomates, je vais traiter plein d'expressions de longue traîne qui sont des vrais besoins internautes. Et au fur et à mesure, en fait, Google va comprendre bah, que je suis pertinent sur planter des tomates. Et puis ensuite, par la suite, il va aussi me faire remonter sur plan de tomates. Donc en fait, il faut vraiment mieux avoir une stratégie où on commence par traiter des expressions de longue traîne, parce que même si elles génèrent peu de trafic, au final, elles nous en généreront plus rapidement, parce qu'on arrivera rapidement à se positionner sur ces expressions. Attention, quand je dis rapidement, on est sur du référencement naturel. Une fois que vous avez mis en place des nouveaux contenus, peut-être il va falloir 3 à 6 mois à Google pour qu'il les assimile, pour qu'il les positionne. Donc vraiment, il faut être patient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on fait du référencement naturel, il faut de la patience. Alors, les besoins de mes clients, comment on peut trouver les besoins de ses clients? Heu, Typiquement, il y a plein d'outils qui permettent, de trouver, les expressions pour une thématique donnée. Mais comme je vous dis, ces outils ils vont nous donner des expressions qui seront peut-être, trop concurrentielles et ne listeront pas les questions des internautes. Pour ça, je vais vous donner un outil qui est gratuit. Enfin, ce sera en fait les autres questions posées sur Google, ce qu'on appelle aussi les PAA pour People Also Ask. Et en gros, on va se baser là-dessus. Plus on va utiliser le petit outil SEO Mignon pour récupérer ces questions, qui sont en fait des questions d'utilisateurs tout à fait pertinentes dans notre thématique. Là, dans l'exemple, j'avais tapé comme requête dans Google comment choisir un t-shirt. Donc, je vais vous montrer en live ce que ça donne. Hop, si je me mets sur Google, alors hop, comment choisir un t-shirt. Hop. Donc, si je tape ça, vous voyez, hop, Google, il me propose des autres questions. Et si jamais je clique sur une des questions,
hop, il va m'en mettre encore plus. Vous voyez, on est avec 3 questions, maintenant il est passé à 5. Et en fait, ces questions-là, bah, c'est des questions d'internautes. Google, pourquoi il propose ça quand je mets comment choisir un t-shirt? Parce que pour lui, c'est des questions qui sont pertinentes et d'autres questions que les internautes vont se poser. Comment choisir son t-shirt? Comment savoir si un t-shirt est de bonne qualité? Quelle matière? Comment choisir un t-shirt femme? Et cetera. Donc ça, vraiment, là, on est sur des besoins des internautes dans notre thématique. Donc, on va essayer de récupérer ça, de récupérer ces questions parce qu'elles sont pertinentes. Donc là, donc j'avais comment choisir un t-shirt, ça on a regardé. Je vais vous montrer du coup comment faire avec l'outil pour les récupérer, hein, c'est très simple. Donc vous avez vos questions qui est là. Pour que l'outil marche, un truc important, il faut que vous soyez sur une page de recherche de Google qui ait des questions. Donc en général, en posant une question, vous allez en avoir. Si par contre je tape t-shirt tout seul, il y aura peut-être pas de questions. Vous voyez, là, j'ai pas de questions. Mais par contre, si je mets une question liée au domaine du t-shirt, si je fais avec acheter, je vais changer un peu pour voir. Si je fais avec acheter, est-ce qu'il me met des questions? Non, là, il m'en a pas mis. Donc, je vais recommencer avec choisir. Mais en tout cas, ça va être ça le plus dur en fait pour trouver vos questions. Ça va être de tester plusieurs expressions et d'arriver à trouver les pages de résultats de Google où il y a des questions pour votre thématique. Après, enfin, ça peut marcher vraiment dans quasiment toutes les thématiques. Il ne me semble pas avoir, pour l'instant, bloqué sur une thématique où il n'y avait pas de questions. Et du coup, pour récupérer ces questions, on va donc, avec nos petits outils SEO Mignon, on va lui demander les PAA. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour People Also Ask. Donc après, le level qui est marqué à côté, c'est en fait le nombre de fois où il va cliquer. Parce qu'en fait, plus on clique sur les questions, plus on va en ouvrir de nouvelles. Je vous montrerai là dans les exemples, j'ai fait avec level 5, level 4, level 3. Et là, c'est juste pour vous montrer que le level 2, il va aller cliquer en fait 2 fois sur chaque question. Et du coup, vous voyez, il me trouve 15 résultats. Dans les exemples que j'ai testés, je vais vous montrer, j'ai fait avec plusieurs expressions. Hop, je vais enlever ça. Donc, j'ai fait avec comment choisir un t-shirt et un level 5. Donc, vous voyez, il m'a ressorti 325 questions. Et si on les analyse, donc il y a comment choisir un t-shirt, quelle matière pour un t-shirt, comment reconnaître le coton du polyester. Vous voyez, là, on n'est pas sur la thématique du t-shirt, mais c'est un besoin internaute, donc il sera peut-être important de le traiter. Comment reconnaître un t-shirt en coton. Enfin, vous voyez, vous avez plein d'idées. Après, si vous choisissez le level 5, vous verrez qu'il y a un moment où, en fait, ben, on va s'éloigner de la thématique du t-shirt et qui va nous traiter d'autres choses. Vous voyez, par exemple, quelles sont les différentes matières textiles. On n'est plus du tout sur le t-shirt, mais par contre, ça a un intérêt parce que c'est lié à l'habillage, aux vêtements. Donc voilà, j'ai fait avec comment choisir un t-shirt. Je l'ai fait aussi avec combien coûte un t-shirt. Vous voyez, on a des autres questions. Comment calculer le prix de vente d'un t-shirt? Donc là, ce sera plutôt pour des gens qui vendent des t-shirts. Quel est le prix d'un pull? Bon, on n'est pas sur le t-shirt, mais bon, on peut le décliner au t-shirt. Comment fabrique-t-on un t-shirt? Quel est le prix d'un t-shirt plus la marque? Donc ça, c'est intéressant parce que même si vous êtes une jeune marque, une fois que votre marque sera connue, ben, les gens taperont quel est le prix d'un t-shirt plus votre marque. Ce qui est important, c'est de voir en fait comment fonctionnent les internautes, comment eux, ils vont chercher pour ensuite se baser sur ça pour créer des contenus qui vont intéresser les internautes. Par exemple, là, je l'ai fait aussi avec quelle matière? Quelle matière pour un t-shirt écologique? Donc, quels sont les tissus les plus écologiques? Quels sont les tissus naturels? Est-ce que le coton se froisse? Est-ce que le coton est écologique? Vous voyez, en fait, après, c'est de le faire sur plusieurs questions pour récupérer un maximum de questions. Et après, ça va être à vous de ranger ces questions-là pour créer des contenus sur ces questions. Parce que ces questions, en fait, elles représentent des vrais besoins des internautes. Une fois que vous avez récupéré suffisamment de questions, après, c'est pas obligé de récupérer des milliers de questions, mais si vous en récupérez une centaine de questions qui sont pertinentes, ce sera déjà très bien. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est
dans un premier temps, ça va être de faire peut-être un contenu par semaine. Ça vous fera 50 contenus pour l'année et ce sera déjà, très bien. Si vous arrivez à avoir, une fréquence, de création et de publication de contenu, d'1 par semaine sur des gros articles comme ça qui répondent à des besoins très précis, ce sera déjà top. Après ça dépendra aussi de vos ressources, qu'elles soient, humaines, financières ou autres. Beaucoup au début, puis après de plus le faire. Il vaut mieux en fait avoir de la régularité. Google aime la régularité, c'est-à-dire que plus votre site sera alimenté, à chaque fois que vous mettez nouvelle page en ligne, un nouveau contenu, bah, à chaque fois Google il va revenir sur votre site, il va refaire un tour sur votre site et du coup pour avoir des données à jour sur, votre site web, vos pages. Donc vraiment, une fois que vous avez vos questions, vous faites un planning de publication. Après, enfin, une fois que vous avez les questions, déjà sélectionnez les meilleures questions, celles que vous trouvez les plus intéressantes, les plus pertinentes par rapport à votre activité, que ça soit des services ou de la vente de produits, peu importe. Mettez une fréquence, définissez une fréquence, pour vraiment être régulier et puis pas vous essouffler, en fait. Parce que si vous dites, bah, dès le début: «Je fais 10 articles par semaine», vous allez voir, c'est beaucoup de ressources de rédiger 10 contenus par semaine, il faut avoir, 2 ou 3 rédacteurs à temps plein, quoi. Donc faites attention à ça, vaut mieux prendre, une ressource qui est bloquée, qui sera vraiment tout le temps là et pour avoir une vraie régularité. Oubliez pas le référencement naturel, c'est une course de fond. C'est pas le but, c'est pas un sprint, c'est pas de faire, des gros efforts à un coup, puis après de plus rien faire. C'est mieux de faire des petits efforts sur la durée et vraiment de voir ça sur le long terme. Maintenant, une fois que j'ai mes questions, que je me suis mis un planning pour rédiger et répondre, à ces questions, je vais voir comment les traiter. Donc pour répondre à ces questions, 1er conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être différent. Comme la vache pourpre de Seth Godin, c'est une des bases du marketing, c'est d'être différent. Donc là, j'ai pris un exemple de question qui avait été récupérée avec l'outil SEO Mignon. Comment savoir si un t-shirt est de bonne qualité? Donc ça, on pourrait, faire tout simple, prendre cette question, faire un article dessus et puis voilà, on répond à cette question. Mais, je vous l'ai montré, c'est assez simple, même si tout le monde ne connaît pas SEO Mignon pour récupérer les questions et tout, vous pouvez essayer de différencier un petit peu pour pas avoir la même chose que tout le monde. Par exemple, je pourrais avoir un t-shirt de bonne qualité, c'est quoi? Ça vous paraît peut-être pas très français, c'est légitime, mais en fait, c'est une formulation qu'il y a très souvent, sur, Google. Par exemple, je vais vous montrer un t-shirt de bonne qualité. Bon, là, ça triche parce que du coup, ça, c'est moi qui l'ai tapé, mais je vous montre un t-shirt de bonne qualité. Si je mets «c'est», voilà, ça me met «c'est quoi». En fait, ça, c'est pareil. Les suggestions de Google aussi, elles peuvent être utiles. Petit aparté, par exemple, si vous tapez t-shirt, ensuite, vous avez t-shirt OM, donc je pense que c'est pour l'Olympique de Marseille, t-shirt propre, t-shirt Nike, t-shirt homme, t-shirt Lacoste. Et en fait, grâce à ça, vous repérez des modèles de construction de requêtes. Donc, en gros, les internautes vont taper t-shirt plus homme plus femme. Ensuite, ils peuvent ajouter ben, la marque, une notion sur le prix, sur la couleur. Et en fait, comme ça, vous pouvez trouver assez facilement des modèles de construction de requêtes. Par exemple, pour optimiser vos pages produits, ça peut être intéressant. Vous aurez t-shirt homme Nike pas cher ou 2021, ou ça peut être la taille aussi, ça peut être S, ou ça peut être une couleur. Enfin, voilà, les suggestions de Google aussi sont très utiles. Hop, j'en reviens à ma présentation. Du coup, voilà des façons différentes de traiter le sujet. Un t-shirt de bonne qualité, c'est quoi? Bon, c'est pas très chouette, c'est pas très beau, grammaticalement ou pour la langue française, mais très souvent les internautes, écrivent comme ça malheureusement, ils font des fautes ou ils vont à l'essentiel. Une autre façon de traiter le même sujet, en gros, on pourrait dire, comment choisir un t-shirt pour le garder 10 ans? Là, on toucherait en fait les internautes, qui sont soucieux peut-être de l'environnement, qui veulent garder, leurs vêtements très longtemps, qui préfèrent avoir peu de vêtements, mais des choses de très bonne qualité et du coup, on rejoint en fait la notion de qualité, mais sans forcément dire qualité.
Google, en fait, il n'a pas forcément besoin qu'il y ait l'expression dedans pour comprendre la thématique. Une autre façon de traiter le sujet, ça pourrait être 5 astuces à connaître pour choisir un t-shirt de qualité. Il y a aussi d'autres idées qui sont liées, à cette question. Par exemple, ce serait quel grammage pour un t-shirt solide? Le grammage, en fait, peut-être ça peut être 180 grammes, je ne sais plus par mètre, carré, pour le t-shirt. En fait, c'est la l'épaisseur, on va dire, du t-shirt et du coup, bah, ça pourrait vous donner une question, qui est intéressante aussi. Quelqu'un qui est très avancé dans sa recherche, il sait qu'un t-shirt solide, ben, très souvent l'épaisseur du t-shirt, elle va jouer, sur sa solidité. Autre expression, ça pourrait être: «Comment laver mes t-shirts pour les garder plus longtemps?» Ou sinon: «Comment reconnaître un t-shirt de qualité sur internet?» Parce que sur internet, on ne peut pas toucher le t-shirt, donc justement, ça peut être intéressant de faire un contenu là-dessus. Donc vraiment, voilà, vous voyez, c'est du bon sens en fait, une fois qu'on a notre liste de questions, c'est de sélectionner des questions, puis après, de se dire: «Ben, comment je peux traiter ces questions?» Il y a 1000 façons en fait de traiter un sujet et c'est pour ça qu'en fait, ben, vous ne serez pas limité. Vous pourrez, traiter la question de plusieurs façons et ensuite faire des liens entre vos pages pour qu'elles se donnent de la force mutuellement, heu et que vos contenus se positionnent bien. Comment, faire, le meilleur contenu? Donc ça paraît un peu bête comme ça, dit comme ça. Ben oui, si je veux bien me positionner, il faut que sur une expression, il faut que je fasse le meilleur contenu. Là, je vous ai mis un article de Rand Fishkin, un article qui date un petit peu, mais qui est vraiment excellent. D'ailleurs, je vous conseille, si vous vous intéressez au référencement, le site de Moz. C'est en anglais, mais c'est très, très intéressant et du coup, il fait une petite vidéo de moins de 10 minutes où il vous explique le concept de 10x Content. Donc en fait, c'est de faire 10 fois mieux que ce qui existe déjà et dans cette optique, en fait, il y a un outil pareil qui est gratuit, enfin qui est freemium. J'ai découvert il y a pas si longtemps où en fait, vous allez pouvoir voir, bah, quelles sont les meilleures, personnes sur une expression. Donc par exemple, hop, je vais le faire, pour l'expression qu'on avait définie là, hop, pour, comment choisir un t-shirt. Choisir un t-shirt. Je vais laisser un petit peu le temps à l'outil et en gros, il va me récupérer, il va me récupérer les sur la première page de Google, les 10 résultats et il va les analyser. Et en gros, là, sur les 10 meilleures pages sur cette expression, il me dit qu'en moyenne, le nombre de mots sur la page, il est de 4 787 mots. Donc vous voyez, ça fait des contenus qui sont conséquents. Après, on est sur une thématique, le t-shirt, c'est très concurrentiel. Le but, c'est vraiment vous d'aller vous nicher dans des choses, peut-être moins concurrentielles. C'est ça le but. Là, le t-shirt, c'était peut-être un mauvais exemple, j'aurais dû prendre quelque chose de plus simple. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'effort à faire. Et en dessous, vous avez donc le plus gros article de cette première page de Google. Il fait 14 000 mots. Donc ça, c'est vraiment gigantesque. Il me semble que c'est l'article de Bon Pote qui doit faire une demi-heure de lecture au moins. Donc c'est, vous voyez, 14 000 mots, c'est un contenu qui est énorme. Par contre, le plus petit, il fait 992 mots. C'est déjà plus facile de faire un contenu de 992 mots. Mais peut-être que le site, il a beaucoup de force. Le PageRank, en fait, c'est la puissance, c'est un score de puissance qui est calculé ben, par Google, mais aussi par différents outils pour voir, en fait, selon les liens que le site a, et ça donne une notion de la puissance. Donc ça, il y a des outils comme Ahref ou Majestic SEO qui permettent d'avoir ça. Malheureusement, c'est des outils payants, donc je ne vais pas vous les montrer. Enfin, personnellement, j'ai une licence, mais ce ne sera pas forcément utile, mais en tout cas, c'est de vous montrer la force. Donc, le plus fort, il a 43 de notes sur 100 en PageRank et le moins fort, en fait, de la première page, il a 18. Donc, ça vous donne une idée de voilà, quel type de contenu il faut faire. Par exemple, voilà, le guide du t-shirt, comment choisir un t-shirt pour homme sur le site comme un camion. Et si je veux avoir le détail, voilà, donc j'ai son PageRank score, donc sa note de popularité, si vous voulez. J'ai le nombre de mots qu'il a fait, le nombre d'images que l'outil a trouvé sur sa page. Donc, vous voyez, il a 39 images dans son contenu. Donc, c'est un contenu qui a l'air très, très riche. Il y a 6500 mots. Et là, j'ai, vous voyez, la structure, les titres de niveau, H1, H2, H3, c'est des balises HTML, en fait, qui permettent
de donner le niveau de votre contenu. Donc, un H1, c'est le titre éditorial de votre page et ensuite, ça va être les sous-parties. Donc, vous voyez, ça vous permet en gros d'analyser la concurrence et de voir quels sont les efforts qu'il faudra faire. Vous voyez, si je vais sur comme un camion, je vais regarder un peu le contenu. Donc, comment choisir un t-shirt. Voilà, il y a le sommaire, la petite histoire du t-shirt. Vous voyez, on a déjà une image. Là, pareil, il y a des liens internes. Donc, ça, très important. Si vous faites un contenu aussi, de mettre des liens vers des contenus proches ou similaires. Je vous laisserai aller regarder la notion de cocon sémantique si jamais. Vous voyez, les différentes matières du t-shirt, ils ont fait un contenu qui est conséquent. Vous voyez, contenu vraiment de qualité et qui va pouvoir répondre à peut-être plusieurs questions. Moi, je vous conseillerais en général de répondre à une seule question ou de rester voilà, vraiment sur une question pour pas trop vous éparpiller. Mais en tout cas, on voit que le contenu, il est important. Si on regarde, il y en avait d'autres. Je ne sais plus c'est lequel qui avait fait un contenu vraiment très très costaud, peut-être Bonne Gueule. 8000 mots, 69 images, vous voyez? Mais en tout cas, ça vous donne un petit peu, les efforts à faire. Et là, vous voyez les liens trouvés, en gros, c'est les liens que va recevoir la page ou le site web. Donc ça, pareil, ça vous donnera une idée de quel effort faire, quel effort fournir pour essayer d'atteindre la page que vous voulez, positionner. Ensuite, on va regarder, donc ça, c'est la partie contenu. Donc voilà, une fois que vous avez fait, beaucoup de contenu de très bonne qualité, attendez, quoique, il me manquait une page. Mmh. Ah ouais, donc du coup, j'ai fait un mix dans mes pages, désolé. Donc celle-là, elle fait partie encore du contenu. Essayez aussi d'utiliser un format qui est rare dans la thématique. Donc ça, je vais vous montrer sur une requête de Google. Donc si on reprend notre thématique, du t-shirt, comment choisir t-shirt? Je vais regarder, je vais analyser ma page de Google et en fait, je vois, j'ai des annonces publicitaires. Vous voyez, quand vous avez annonce, c'est en fait, des annonces pub. Ensuite, des résultats naturels, des questions et encore des résultats naturels. Et vous voyez, sur certaines, des fois, vous avez des images. Donc là, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas d'image, mais ça pourrait être intéressant d'optimiser une image sur comment choisir un t-shirt, de faire une petite infographie qui explique je sais pas, les 5 points à retenir pour choisir un bon t-shirt. Par exemple, si je fais comment choisir un surf, rien à voir, c'est juste pour vous montrer une page de résultats qui contient, voilà, par exemple, de la vidéo. Des fois, ça va être de la vidéo, des fois, ça va être des images, peut être une actualité. Et ben, typiquement, ce sera intéressant peut-être de faire une vidéo sur comment choisir un bon t-shirt. Pour que sur cette requête, comment choisir un t-shirt, du coup, il y a un encart vidéo et que dedans, il y ait mon résultat, il y ait ma vidéo ou ma page qui contient une vidéo. Donc c'est pour ça, c'est important des fois pareil, de toujours faire différemment. Si vous voyez sur la page, il y a pas de vidéo, il y a pas d'image, ou même les podcasts aussi maintenant. Par exemple, un exemple tout bête, c'est si vous faites un article, un contenu de très bonne qualité et puis qui est un peu long, pourquoi pas en faire une lecture audio. Et au début de votre article, en fait, l'internaute, il aura le choix. Je ne sais pas s'il est en voiture, par exemple, ou s'il est en train de cuisiner, il pourra écouter votre article plutôt que de le lire. Et en fait, ça va venir enrichir votre page, parce que plus vous avez de sortes en fait, de médias sur votre page, plus elle sera riche. Donc, n'hésitez pas quand vous faites une page avec un gros contenu, à mettre du texte, à mettre de la vidéo, à mettre des images, de l'audio, vraiment à enrichir, votre page. Bon, je me suis un petit peu emmêlé dans mes pages. Maintenant, on va regarder, comment être présent localement dans Google. Parce que du coup, quand on est petit, c'est pas péjoratif, hein, quand je dis ça, c'est quand on a une petite société ou quand on débute, ça va être intéressant de se positionner localement. Parce que du coup, c'est le 1er bassin de clients qu'on va aller, chasser, c'est les gens qui sont proches de chez nous. Et du coup, en référencement, le référencement local, il est super important. Donc pour le référencement local, votre meilleur atout
ou en tout cas un des atouts qui sera très facilement mis en place. En gros, une page Google My Business en une demi-journée, même pas, vous pouvez la créer. Donc ça, je vous invite dès la conférence, si vous n'en avez pas encore de page Google My Business, ou même si vous en avez une, ça va être de l'optimiser et vraiment de la travailler au maximum. Là, donc je donne un exemple pour montrer comment ça ressort. Là, bah, du coup, j'avais plusieurs résultats sur mon nom. C'était un test que j'avais fait. D'ailleurs, je pense que je vais encore me faire sabrer par des gens pas contents que j'occupe trop de place et qui vont aller signaler mes pages. Mais bon, c'est pas grave. C'est marrant, c'est pas ça qui m'apporte le plus de business, mais je vais vous montrer. C'est pour vous montrer l'encart en fait où ça se positionne. Si je tape pizza, directement, hop, vous voyez ça, voilà, cet encart-là, en fait, c'est du Google My Business. C'est grâce à Google My Business que ces pizzerias sont dans cet encart localisé. Pareil, hein, ça peut marcher pas qu'avec de la nourriture, mais si je tape avocat, et en gros, il va me sortir, voilà, il me montre les avocats qui sont proches de mon secteur. Et ça, du coup, bah, c'est une visibilité qui est énorme, hein. Vous voyez, par exemple, sur avocat, bam, ça prend quasiment toute la page et c'est positionné tout en haut de la page, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important et pour ça, en fait, pour être présent dans ces résultats locaux et ben, en fait, il faut faire un compte Google My Business. Donc simplement, bah, ça, je vais vous montrer, en fait, je vais vous donner, quelques infos. On va accélérer un petit peu parce que du coup, je suis en retard, je pense. Il reste quoi? Il reste 10 minutes. Ça devrait aller. En gros, quand vous avez créé votre fiche Google My Business, l'objectif, ça va être d'être à 100. En vérité, vous l'atteindrez peut-être pas le 100, vous serez peut-être à 95 ou un peu plus. Mais par exemple, là, sur cet exemple que j'ai pris, la page, elle est à 80 en gros d'informations renseignées et là, Google me donne le conseil d'ajouter un logo. Donc si je fais plus, que je mets une photo de logo, je vais peut-être passer à 85. Donc voilà, si vous avez déjà une page Google My Business, n'hésitez pas à essayer de l'enrichir, de la travailler pour vraiment qu'elle ait plus de visibilité. Je vais vous montrer ça vous pourrez aller voir, c'est un article que j'avais rédigé pour créer sa page Google My Business en 5 minutes. Donc là, c'est juste la création de la page. Je vous laisserai aller voir. Et puis après, j'avais fait une série de posts qui vous expliquent chaque étape, comment optimiser chaque point de votre page. Donc là, par exemple, les horaires, vos horaires d'ouverture. Donc ça, très important. Si jamais je fais une question comme ça, horaire d'ouverture. Hop. Vous voyez, j'ai dû chercher le kebab à Montbéliard il n'y a pas longtemps, mais je vais essayer avec Decathlon. Peut-être qu'eux, ils auront leurs fiches renseignées. Vous voyez, directement, Google me répond. Et ça, ces informations-là, il les a pris dans la page Google My Business. Vous voyez, la page Google My Business, là, il y a les avis très importants sur votre page Google My Business. Par exemple, quand vous avez un client qui est content, envoyez-lui un petit mail à la fin, après la prestation ou autre, pour lui dire bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un peu de force, à nous mettre un bon avis, ça nous fera plaisir. Elle sera gentille de votre part. Et bon, après ça, vous le faites qu'avec les clients contents, hein. Le but, c'est d'essayer d'avoir vraiment la meilleure note. Parce que la note, ben, elle permettra d'avoir votre positionnement, le positionnement de votre page Google My Business. Autre truc intéressant sur les horaires, vous voyez, là, il nous dit même, quelle est la fréquentation en fonction de l'heure de la journée. Donc ça, si jamais vous avez des magasins physiques, ça peut être intéressant. Parce que du coup, bah, là, je me dis à 9 heures, OK, il y a pas trop de monde. Par contre, à 16 heures, là, ça a l'air, fréquenté, beaucoup fréquenté. Donc toutes ces informations-là, elles seront intéressantes et elles vont se faire dans votre page Google My Business. Donc vous verrez, là, je vous ai mis le lien avec les différents posts que j'ai fait dessus. Donc vous pouvez mettre des services, vous pouvez mettre, des produits sur, Google My Business. C'est un petit peu comme un réseau social si vous voulez. Il va falloir venir le nourrir, il va falloir venir mettre des photos, de vos réalisations. Si jamais vous êtes un artisan, par exemple, si je suis maçon, bah, je vais mettre des photos de mes réalisations pour que les clients qui trouvent ma page Google My Business puissent voir directement la qualité de mon travail et puissent directement me consulter ou me demander un devis. Chose importante aussi, vous avez des stats. Dans Google My Business, vous aurez donc les visites du site web,
Les demandes d'itinéraire, c'est les gens qui ont cherché à se rendre dans un de vos magasins ou venir à votre, à votre magasin, à votre agence ou peu importe. Et vous avez aussi les appels, parce que les gens peuvent directement vous appeler. Donc là, vous voyez, pour cette cliente, ça faisait, ben, sur, donc un trimestre, ça générait 10 000 visites vers son site web, 342 appels et 215 demandes d'itinéraire. Après, enfin voilà, je vous souhaite d'avoir les mêmes stats, hein, c'est pas tout le monde, mais si vous travaillez bien votre page Google My Business, ça peut vraiment rapporter gros et pour un effort, un investissement qui est minime, qui est minime. Je vous dis en 4 heures, vous pouvez optimiser votre page. Un autre point qui est important pour être bon en référencement local, ça va être d'avoir des liens, d'obtenir des liens locaux vers mon site web. Donc, à qui demander des liens, avec qui faire des partenariats. Donc, pourquoi j'ai mis une terrasse de café? Parce qu'en général, les meilleurs liens qu'on peut avoir sur le web, ça va être grâce à des échanges directs avec des gens. En fait, c'est dans la vraie vie, en discutant avec des gens bah, qui sont dans la même thématique, qui sont des partenaires, qui sont intéressés par ce qu'on fait. On va faire des échanges de liens où on va en fait donner de la force entre nos différents sites. Donc ça, c'est une chose. Mais sinon, à qui vous pouvez demander des liens? Déjà à vos partenaires locaux, les gens avec qui vous travaillez, en local. Donc, je ne sais pas, je suis, agent immobilier, bah, je travaille peut-être avec une boîte de réparation, enfin de bâtiments, par exemple, qui fait des travaux. Donc on va pouvoir se faire des liens, mettre, le partenariat en fait, mettre des liens entre nos sites. Ça peut être aussi un notaire, ça peut être en fait tous les acteurs avec qui l'agent immobilier va travailler. Je vais pouvoir demander à tous mes partenaires. C'est la 1re source de lien en fait que vous pouvez activer, ça va être de chercher des liens de gens avec qui vous travaillez et du coup des partenaires locaux idéalement si vous voulez travailler votre référencement local. Ça peut être aussi la presse locale. Demander aux journaux de votre région, de votre ville, heu, pour communiquer si jamais vous avez, une actualité qui vaut la peine. Par exemple, je ne sais pas, vous avez, sorti un nouveau produit, vous avez un nouveau procédé de fabrication qui est plus écologique. Enfin voilà, tous les moyens sont bons, de communiquer dans la presse locale. Après, essayez dès que vous avez une information qui est suffisamment intéressante pour que, ben, un journaliste veuille bien écrire dessus, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire de la relation presse comme ça pour essayer de gratter, d'aller obtenir des liens depuis des sites qui ont une bonne autorité localement. Ça peut être la chambre de commerce et d'industrie. Souvent, ils ont des annuaires qui présentent, les différents, corps de métier. Donc n'hésitez pas à essayer de vous rapprocher pour voir, si sur le site web de votre chambre de commerce, il y a aussi un genre d'annuaire comme ça. Ça peut être des associations locales avec qui vous travaillez, avec qui, vous faites du mécénat ou que vous sponsorisez. Ça peut être aussi la mairie de votre ville. Il y a certaines mairies, en fait, qui de temps en temps, en fait, bah, font des articles pour parler, d'acteurs de leur ville qui ont eu, une actualité intéressante ou quelque chose, d'intéressant, un nouveau service, une nouvelle action ou quelque chose. Et tous les autres éléments, bah, c'est la même chose. Les annuaires locaux, si vous tapez annuaire plus votre ville, annuaire Montbéliard, annuaire Belfort, annuaire Seloncourt, vous allez pouvoir trouver, des annuaires sur lesquels inscrire votre site de façon locale. Ça peut être également des magazines, de votre région ou de votre ville, par exemple, Tout Montbéliard, à Belfort, il y a peut-être le 3 Info ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des festivals ou en fait toute autre personne avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez un lien dans la vraie vie ou dans le travail. Alors pour la partie 6, du coup, il reste 5 minutes. Est-ce que je traite la partie 6 ou est-ce qu'on passe aux questions? Ou je peux faire la partie 6 à la limite assez rapidement. Tu peux Je y vais aller, hein, regarder un Antoine, petit hein, peu. on n'est Ouais, pas on n'est oui, pas pressé? oui, OK. oui. Bon, bah, pas de souci alors. Parce qu'elle est importante. C'est même une partie que j'aurais dû, peut-être mettre au départ. En fait, c'est de mesurer l'impact de vos actions. Mais je préférais déjà vous montrer vos actions, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se place avant les actions. Parce qu'en fait, en référencement, on a toujours ou en business, hein, c'est pas qu'en référencement qu'on a ce processus itératif, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. On va analyser la situation, donc on a regardé nos pages si elles étaient bien indexées. Ensuite, on va mettre en place des actions, donc on va créer des contenus, faire des liens, faire une page Google My Business.
Et ensuite, une fois qu'on a mis ces actions en place, on va mesurer les résultats. Et après, en analysant nos résultats, ben, on va recommencer. On va recommencer, on va remettre en place des actions et ainsi de suite, en ayant un processus itératif. Donc la première chose à faire pour mesurer l'impact de mes actions, avant toute chose d'ailleurs, c'est de définir des objectifs. Des objectifs qui soient clairs, chiffrés et avec une échéance. Très souvent, j'ai des clients, je leur demande: «C'est quoi votre objectif?» Ils me disent: «Augmenter mon trafic». Et bah, souvent je leur dis: «Bah non, c'est pas un objectif. Moi, j'ai besoin que vous me chiffriez cet objectif et que vous mettiez qu'on mette une date, en fait, pour cet objectif». Par exemple, atteindre 100 visites organiques par jour dans les 6 mois, ça, c'est un vrai objectif parce que du coup, il est chiffré, heu, il est aussi avec une échéance, donc sur les 6 mois. Du coup, ça me donne tout de suite, voilà, un cap et ça va me permettre d'essayer de mettre en place les actions pour atteindre cet objectif. Si par exemple, je fais 50 visites organiques par jour, actuellement, aujourd'hui, bah là, dans 6 mois, il faut que j'ai doublé le nombre de visites que j'ai chaque jour. Donc, si par exemple actuellement mes 50 visites, elles sont faites, par, 20 pages, bah, je vais me dire: «Je vais essayer de doubler mon nombre de pages pour, doubler mon nombre de trafic». Ensuite, une fois que j'ai bien défini mes objectifs, vous pouvez en définir plusieurs, hein, des objectifs, mais après ça, c'est à vous de choisir. Après, il faut pas en mettre trop parce que sinon on se perd. Vous allez choisir en fait des données qui sont, relevantes, en fait, qui sont pertinentes par rapport aux objectifs. Par exemple, en business, ça peut être l'évolution des ventes ou alors l'évolution du chiffre d'affaires généré. Pour analyser vos efforts en SEO, en référencement naturel, ça peut être l'évolution des visites ou alors l'évolution des leads générés, des contacts que vous avez faits. Ensuite, pour la satisfaction client, ça pourrait être l'évolution de la note moyenne des avis reçus. Ça pourrait être le nombre d'avis, mais ça ne tiendrait pas forcément compte de est-ce qu'ils sont positifs, est-ce qu'ils sont négatifs. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de vos objectifs, définir les bonnes données qui seront importantes. Après, une fois que vous avez, ces données, enfin vous les avez pas encore, mais vous savez lesquelles, vous aurez besoin, donc vous allez mettre en place des outils pour récupérer ces données. Ça peut être Analytics, Google Analytics pour récupérer vos données de trafic, analyser en fait les visites des internautes sur votre site web. Ça peut être, HubSpot pour, récupérer les contacts que vous avez, les différentes personnes, les différents prospects qui vous contactent via différents canaux. Ça peut être aussi un fichier tout bête, un Excel ou un autre tableur, où dedans, par exemple, je sais pas, vous avez des commerciaux, bah, chaque, mois ou chaque semaine, ils vont mettre sur le fichier Excel le nombre de ventes qu'ils ont réalisées, le nombre de prospects qu'ils ont contactés, et cetera. Donc vraiment, choisissez les outils en fonction, de vos besoins et en fonction, aussi de vos moyens ou aussi des outils, ceux qui seront les plus simples à utiliser pour vos équipes. Le but d'un outil, c'est de nous faire gagner du temps. Et ensuite, on va essayer de mettre en place un outil de visualisation. Donc pour, visualiser nos données, là, je donne un seul exemple, Google Data Studio, parce que je le trouve très complet. J'ai pas d'action chez Google malheureusement, et mais en tout cas, Google Data Studio est un outil très, très performant qui vous permet, de récupérer, bah, vos données de trafic depuis Analytics, des données, peut-être de campagnes publicitaires. Vous pouvez aussi prendre des données depuis un Excel, un tableur, un CSV. Donc c'est très, très, permissif et ça permet vraiment de faire de très beaux rapports. Bon là, le rapport que je vous ai donné, c'est un exemple qui est pas très, très joli, mais il est pratique, parce que je pourrais pas vous mettre des exemples de clients, parce que j'ai des modèles de rapport, ben, voilà, qui sont, on va dire, un peu mieux mis en forme, un peu plus jolis. Mais voilà, le but, c'est d'avoir vos données au bon endroit et surtout, ça va vous permettre de piloter votre stratégie, en fait. D'avoir, un tableau comme ça, non seulement ça vous fera gagner du temps parce que vous avez votre tableau de bord qui réunit, en fait, toutes les informations, utiles pour prendre des décisions. Au lieu d'aller chercher, ben, dans Analytics, d'aller chercher à droite à gauche, toutes les informations. Là, en fait, vous avez tout qui est à un seul, endroit et ça vous fera gagner du temps. Certes, ça prend un peu de temps de le mettre en place, de le paramétrer,
Mais après, vous gagnerez beaucoup de temps pour les rapports. Si vous faites un rapport par semaine, ben là, vous prenez votre équipe, vous vous mettez devant le Data Studio, vous voyez cette semaine, nos ventes, elles ont évolué de 11%. Par contre, on a eu moins de commandes. Euh, on a un panier qui est plus important, voilà. Et ensuite, on peut piloter et mettre des actions en place. D'autres concepts SEO en vrac, parce que là, enfin, peut-être ce sera pas assez pour vous, j'en aurais peut-être pas assez dit, mais voilà, je devais limiter. J'ai essayé de limiter aux choses les plus simples que vous pouvez mettre en place, c'est celles qui vous rapporteront le plus si vous êtes régulier et que vous travaillez correctement. Je vais vous donner d'autres concepts SEO comme ça en vrac qui sont comme toutes ces petites pièces jaunes au fond d'une poche qui, en fait, mises bout à bout, vont vraiment générer beaucoup. C'est comme le principe de la longue traîne. Peut-être que oui, mon contenu, il va faire qu'une visite par semaine, mais du coup, dans le mois, il va me faire 4 visites et sur l'année, ça me fera 40 visites. Et voilà, et chaque contenu viendra apporter ses petites pièces. Et du coup, si dans l'année, vous faites les 50 contenus, ça fera déjà une belle petite somme. Donc, un truc important en référencement, ça va être plus vous aurez de pages, plus vous aurez de potentiel. Voyez les pages en fait de contenu comme des portes d'entrée vers votre site web. C'est fini le temps où les internautes ils allaient uniquement sur l'accueil. Le but du référencement, c'est vraiment ça, c'est qu'à chaque fois que vous créez un contenu, ça va être une porte d'entrée. En fait, l'internaute, il va rentrer par un besoin. Votre service ou le produit que vous vendez, il répond à un besoin. Et du coup, il va falloir essayer de multiplier les réponses aux besoins, et multiplier les contenus pour qu'en fait vous ayez un maximum de portes d'entrée vers votre site et que ça génère un maximum de trafic et ensuite éventuellement un maximum d'argent si votre offre est bonne. On peut avoir le meilleur contenu, c'est pas forcément suffisant des fois. Des fois, on a un très bon contenu, mais il y a des sites qui sont plus puissants, qui ont plus d'autorité, qui vont nous passer devant. Donc, si jamais vous avez un très bon contenu, en étant objectif, il va falloir travailler peut-être sur votre popularité, en essayant de gagner des liens, en essayant d'envoyer des liens vers votre contenu. Voyez loin et soyez patient en SEO. Très souvent, mes clients, je leur dis, une fois qu'on aura mis les actions en place, une fois que voilà, les nouvelles pages sont sur le site web, il va falloir minimum 3 mois pour que ça bouge, pour qu'on voit une vraie évolution. Et encore, 3 mois, je suis gentil. En ce moment, Google, il y a des soucis d'indexation. Ça peut mettre plus de temps que ça. Donc vraiment, faut être patient. Et des fois, ça met un peu plus de temps, mais continuez vos efforts, en fait. Continuez vos efforts. Ou alors, ça peut aussi peut-être venir si vous êtes allé chercher des expressions peut-être trop concurrentielles. Ça peut arriver des fois. Voilà, on veut une expression à tout prix, mais elle est trop générique. Et du coup, on va un peu se casser le nez dessus. Travailler toujours pour l'utilisateur. Des fois, j'entends des référenceurs qui disent on travaille pour Google. Ben oui, mais non. En fait, Google, il s'adapte à l'utilisateur. Donc, si vous travaillez pour servir l'utilisateur, pour lui proposer le meilleur contenu et la meilleure expérience possible, forcément, vous travaillerez également pour Google. Et aussi, attention à un truc qui est important, le SEO, il apporte du trafic, mais il ne fait pas tout en fait. Il est important de soigner votre offre, que ce soit un produit, un service ou autre. Des fois, on peut apporter beaucoup de trafic très qualifié, de bonne qualité sur un site, et derrière, ça ne convertit pas, ça ne génère pas de business. Ça peut venir d'un problème sous-jacent. N'oubliez pas en fait de soigner votre marketing, votre offre, votre prix, votre service après-vente. Tout ça, c'est important. On peut apporter beaucoup de trafic, mais si derrière le service ou le produit ne suit pas, ou si les prix sont trop hauts par rapport au marché, forcément, on ne convertit pas. C'est pas magique non plus le référencement. On apporte du trafic qualifié, mais derrière, il faut qu'il y ait une offre qui soit solide et qui soit compétitive. Est-ce que vous avez des questions? Je vais enlever la présentation et je vais regarder donc s'il y avait des questions dans le chat. Alors, euh, ok. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas. Vous pouvez réactiver vos micros pour poser les questions si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci.
Vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour, c'est Franck Emeria. Merci, bonjour. merci pour la présentation, c'est très clair. Vous avez abordé brièvement le fait que les internautes tapent des fois des choses inattendues et notamment des fautes d'orthographe. Ouais. Vous avez parlé de ça. Est-ce qu'il faut en tenir compte réellement, c'est-à-dire volontairement introduire les fautes d'orthographe courantes, on va dire, dans nos contenus, enfin dans les contenus, au moins dans les descriptions d'images, pour pas que ça soit vu, quoi, on va dire. Ouais. Ou c'est quelque chose sur lequel on peut se passer de travailler, parce que c'est quand même pas le plus passionnant. Ouais, complètement. Ben, ça, en fait, ça va dépendre. Je me souviens qu'à une époque, par exemple, Zalando avait fait un contenu justement où ils avaient fait un contenu un peu humoristique où ils mettaient toutes les fautes Ouais, que les internautes faisaient sur Zalando, quoi. Zalando avec 3 O, Zalandou, Zalandu, enfin toutes les fautes que les internautes faisaient. Maintenant, Google est de plus en plus capable de comprendre même quelque chose de mal orthographié ouais, pour le positionner. Mais par contre, dans certains cas, ça peut être intéressant parce que justement, cette page de Zalando, elle générait quand même beaucoup de trafic et elle arrivait à se positionner sur toutes les erreurs. mm, Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu à vous de tester selon votre nom de société ou le nom de votre produit, de regarder un petit peu. Par exemple, des fois, votre produit va être mal orthographié dans votre site web. Si quelqu'un cherche dans votre moteur interne de site web, ça, c'est des données que vous pouvez récupérer et peut-être que vous allez voir ben, qu'un produit, souvent les internautes l'écorchent. Et dans ce cas-là, si jamais les internautes l'écorchent, vous pouvez tester sur Google le nom écorché de votre produit. Et si jamais vous n'êtes pas bien positionné, ben, peut-être qu'il faudra aller travailler une page sur cette faute ou mm, peut-être justement essayer de travailler une image comme ça que ça se voit un peu moins. Mais oui, ça peut être important. Mais en général, maintenant, Google est largement capable de comprendre la faute. Si la faute n'est pas trop éloignée ou si la faute aussi, pareil, des fois, une faute, elle peut vous faire passer d'un nom à un autre. Ça pourrait envoyer vers une société qui a rien à voir avec vous, peut-être. ouais. Et peut-être une deuxième question, c'est clair, merci, hein. Pareil, un peu dans la même idée, vu que Google a un moteur puissant pour faire de la traduction, justement, quand on rentre une longue traîne en français, est-ce qu'elle va être exploitée dans d'autres langues? Alors, c'est-à-dire, Bah, je comprends pas exactement la question. par exemple, alors pour prendre un exemple simple, si dans mes mots-clés, je rentre voiture rouge, Mhm. est-ce que Google va automatiquement le traduire, par exemple, en anglais, red car ou en d'autres langues? Ou est-ce que ce travail de référencement, il faut le faire dans les langues qu'on cible, quoi? Ah bah c'est justement, c'est voilà, ça en fait vous avez répondu à votre question. Ouais, C'est qu'en gros, si vous cherchez à viser un marché anglophone, il faudra forcément que vous ayez des pages de contenu en anglais oui, pour répondre à votre internaute. Donc en fait, Google n'a pas besoin de faire de traduction. Simplement, si vous avez que du contenu en français, il présentera vos pages de résultats qu'à des gens qui vont faire des requêtes en français. très clair. Donc, Ok, si jamais vous voulez viser plusieurs marchés, il vous faudra ben, autant de pages en version de langue différentes que vous voulez viser de marchés différents. ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Activez simplement votre micro et j'y répondrai. Oui, Enfin, voilà, est-ce qu'on j'essaierai. m'entend là? Oui, c'est bon, on vous entend. Je suis Tarek Ezat. Je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, c'est deux observations sur les deux questions qui viennent d'être posées. La première, c'est que j'ai lu il y a très longtemps, je ne me rappelle même pas le titre de l'article, euh, c'est un, c'est un algorithme qui permet de comparer la fréquence des lettres et leur ordre dans un mot par rapport à des mots dans un dictionnaire. Donc, c'est assez connu comme algorithme. En cherchant sur Internet, on peut le retrouver. Donc, ça permet de corriger les fautes de frappe. Je pense que Google utilise quelque chose comme ça pour corriger les fautes de frappe Oui, d'internautes. Ça, en c'est. général, il vous corrige si jamais vous faites une faute, il vous dit Oui, vous avez voulu taper telle oui. chose et il vous met un lien. Ouais.
et vous allez taper autre chose. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème, c'est pas vraiment un problème. Sauf si vraiment on tape autre chose complètement. Ouais, complètement. La deuxième chose, c'était quoi déjà la deuxième question que j'ai perdu C'est sur le multilingue. Sur le multilingue. Oui, oui, moi, je travaille avec 3 langues régulièrement. Donc, Oui. je travaille en français, en anglais et en arabe. Et ce que je constate, alors je ne sais pas comment ils font chez Google pour faire ça, ce que je constate, c'est que quand je pose une question, j'ai les réponses dans les 3 langues. OK. Bah ça, après, Ah, ça peut oui. être par rapport aux configurations de votre navigateur. Probablement. Mais c'est assez rare parce qu'un internaute, en général, même si son navigateur est dans une langue, ben, en général, il va taper une question, une requête dans cette langue. Vous avez raison. Peut-être alors, mais je ne suis pas sûr, c'est que quand je configure, peut-être pas mon navigateur, mais aussi les langues que j'utilise Ouais. dans Windows, parce que j'utilise Windows, à ce moment, il me dit, vous voulez utiliser quelle langue? Ouais. Dans Word, par exemple, mes langues de correction, quand je corrige un texte, j'ai les OK. 3 langues. Hein, En donc, fait, il va se oui, baser sur votre historique d'utilisation. Donc, si jamais je pense, si vous avez fait des requêtes dans les 3 langues, c'est pour ça il oui. peut vous proposer des résultats dans les différentes langues. Seulement, le type qui veut vendre des voitures, il n'est pas sûr que les gens qui achètent les voitures parlent 3 langues. Oui, non, mais justement, en Il est général, obligé de mettre. par exemple, si je suis un anglais et que je cherche une voiture, je vais taper ma requête en anglais. Oui, voilà. Voilà, c'est rare, votre cas est assez rare. Parce que même si vous utilisez 3 langues, je pense que vous en avez une qui est favorite. Peut-être Pas votre langue vraiment. maternelle. Non, non, Non? pas Ok. vraiment. Ben, vous êtes un cas à part, du coup. Parce Voilà. qu'en général, si jamais vous voulez cibler un marché, voilà, faudra, ben, si vous voulez cibler les Allemands, en général, il faudra mettre de l'allemand. Si jamais vous voulez Oui, travailler pour la Suisse, on a des cas particuliers, hein. La Suisse, du coup, il y a 4 langues à utiliser. Donc, si on vise les Suisses allemands, il faudra de l'allemand. Si c'est les Italiens, ce sera l'italien. Donc, en fait, c'est vraiment d'adapter la langue de vos pages aux gens que vous voulez toucher. oui, 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 c'est sûr. C'était juste une remarque. C'était pas. Oui. Mais n'hésitez pas à m'envoyer une capture. Je veux bien une capture de quand vous faites une recherche et que vous avez comme ça la proposition de plusieurs langues. Plusieurs langues, oui, d'accord. Je ferai quand je tomberai dessus, Ça je marche. ferai une copie d'écran et je l'enverrai. Merci, ça m'intéresse. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres remarques? Vous m'entendez? Oui, Oui, donc tout d'abord, merci pour cette présentation. Donc, moi, je suis Frédéric Tolomé, responsable du pôle numérique à la CCI du territoire de Belfort. Donc, je voulais parler, juste dire 2-3 petites choses. Effectivement, à un moment, il y a quelque chose d'intéressant que vous avez évoqué, c'est quand vous parliez également d'amener de la valeur, de l'autorité, notamment dans le contenu. Je sais qu'aujourd'hui, dans le référencement, le contenu est important. Je dis ça parce que j'ai déjà eu le cas de clients qui disaient oh, mon référencement ne marche pas bien, puis j'ai pas de résultats, notamment en termes de chiffre d'affaires. Effectivement, le référencement était plutôt bien fait, puisque dans des expressions importantes pour lui, il sortait assez bien. Ce qu'on fait de compte derrière, son contenu, là on sort un peu du référencement, mais c'est vrai que c'est comme lié. Le contenu de ces pages n'était pas bien fait, ne transformait pas. Donc effectivement, il avait un référencement qui était pas mal. On arrive à le trouver, mais derrière, il ne transformait pas, mais ce n'était pas lié au référencement, c'était lié à la valeur, à la qualité des textes qu'il écrivait, qui faisait qu'on n'avait pas forcément envie de passer à l'action derrière, quoi. Donc, ouais, bah, là après c'est un domaine, c'est le copywriting, c'est en voilà, gros l'écriture pour la vente, tout c'est à fait. d'arriver à faire ça. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment le référencement est quand même étroitement lié au marketing. C'est une petite remarque que je voulais faire. Sinon, je vais coller dans le chat parce que sur l'expression aussi 2 points, c'est vrai qu'elle est intéressante. Bon, Antoine, je sais qu'il la connaît, mais je la mets juste pour d'autres. Moi, c'est une expression que j'utilise souvent, donc je la partage. C'est pour savoir, en gros, qui parle de mon site, donc de mon domaine, sans prendre Ouais. en compte les résultats de mon site à moi. Donc, Ouais, très utile cette commande. En fait, ça voilà, permet de voir les mentions, les personnes qui vous mentionnent et peut-être aller leur demander soit de mettre un tout à lien, fait. un vrai lien vers votre site web, ou alors aussi de compter en fait le nombre de fois où vous êtes Ouais. mentionné.
Parce que ça joue aussi pour Google, en fait. Même s'il n'y a pas un lien textuel hein, avec la petite couleur bleue, ça peut être aussi important, en fait. Ça participe à votre autorité, en fait, le nombre de fois Voilà, où vous êtes mentionné et aussi si vous êtes mentionné en bien ou en mal. tout à fait. Et puis donc pour terminer, là, c'était plus une question, c'est quelque chose que j'arrive pas à jauger. Bon, on sait qu'on doit tout optimiser. Donc vous savez, ben, vous l'avez expliqué, dans l'optimisation d'un référencement, on a une partie, on va dire, qui va être technique et une partie qui va plus toucher, comme on vient de le dire, à l'échange de liens, plus à un côté marketing. Est-ce que j'écris bien mes textes avec les bonnes chaînes de caractères dedans, etc. Et moi, j'arrive pas à jauger. Quel est le... Bon, bien sûr les deux, mais à votre avis, est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, qu'il faudrait passer peut-être plus de temps? Est-ce que j'ai meilleur temps dans un premier temps, même si dans un second temps, je ferai tout, mais d'essayer d'optimiser peut-être plus techniquement le code de mon site, les basiques, alt, title, ou je ne sais pas quoi, les noms de mes fichiers, ou plutôt me dire non, je vais déjà me concentrer peut-être plus sur de l'échange de liens, de la fréquence de mise à jour, de bien écrire mes textes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, ça dépendra de la situation. Donc, le premier test que je vous dirais de faire, c'est de tester votre site dans Google avec la commande site 2 points. Si par exemple, vous avez un taux d'indexation qui est, je sais pas, supérieur à 70%, Mhm. normalement, votre site, il ne doit pas avoir de gros soucis techniques. D'accord. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple le passer dans Google PageSpeed Insight. Mhm. Hop, je vais vous montrer. Je ne sais pas si mon écran est encore partagé. Oui, c'est bon, on voit, ouais. Si c'est bon. Alors voilà, Google PageSpeed Insight. Hop, si je prends le site de Numérica, hop, voilà, en fait, ça, c'est un outil de Google qui va vous permettre de voir si le site il est rapide. Parce que Mhm. pareil, c'est quelque chose qui peut avoir un fort impact. Et du coup, vous allez avoir une note. Mais en gros, la technique, une fois que votre site techniquement il est clean, si Google arrive facilement à accéder à vos contenus ou s'il a déjà indexé vos pages, c'est que normalement, il n'y a pas de gros soucis techniques. Ouais. Donc, concentrez-vous après ben, ouais, sur le contenu, de faire un maximum de contenu de qualité. Et si jamais vous voyez que vos contenus n'arrivent pas à se positionner, et ben, du coup, vous allez pouvoir ben, peut-être travailler vos liens. Et du coup, Ouais, bien pour ça, sûr. en fait, pour ça, je peux vous montrer un outil, donc Ahref. Si je prends le site de Numérica, il va me donner en fait les liens qui sont faits vers son site. Donc en gros, je le passe dans l'outil. Ça va me donner tous les liens qui sont faits vers son site. Donc là, il a une note en gros d'autorité de 38 sur 100. Il a 819 liens qui viennent vers son site depuis 97 sites différents. Mhm. Et si je regarde les pages, les meilleures pages, en fait, là, il va me dire, ben voilà, Numérica sur sa page d'accueil, il est positionné en première position sur ses expressions. Après, si je vais regarder une page, peut-être là, formation grandes écoles du numérique, là, je peux aller regarder ben, grandes écoles du numérique, je suis 67e. Donc, du Mhm. coup, faudrait tester en fait cette expression-là pour voir les pages, comment elles sont, si elles sont puissantes ou non. On va faire le test, par exemple. Si je reprends ça, je fais grande école du numérique. Et du coup, là, je vais avoir une analyse sur cette expression en particulier, ben, des acteurs, des principaux acteurs. Donc là, on voit qu'il faudrait 615 mots en moyenne, 1000 pour le plus long, 68 pour le plus court. Et puis là, je vois en fait la puissance. Ben, vous voyez, là, il me met Grande École du Numérique. Donc c'est un site carrément, page rank de 37, avec 748 mots, avec 40 images. Et en fait, ça me donne un petit peu ben, quel est l'effort à faire si jamais je veux me positionner sur cette expression. Ok. Et Et en j'avais. fait, Ouais, ouais. ça va être un arbitrage en fait à faire en fonction de voilà la technique. Du coup, il n'y a plus besoin de la traiter. Si jamais le site techniquement il est assez Ouais, je rapide comprends. Ouais. et que Ouais, Google y a accès, après les deux leviers qui vous restent, ben, ça va être le contenu et la popularité. ouais, ouais. Et j'avais. Après, pour choisir entre les deux, ça Ouais, dépendra ouais, des ouais. cas. Non, mais après, on est d'accord. On sait que tous les domaines sont obligatoires. Après, c'était plus cette priorité vers lequel je partirais en premier. Et c'est pareil, j'avais une dernière question, du coup, en réfléchissant aussi. C'est la balise title et notamment ce qu'on appelle le rewriting, l'écriture de l'adresse. Bien sûr, on doit avoir les mots-clés importants dedans.
vous préconisez quoi en termes on va dire de longueur de caractère dans la balise titre, donc le titre de la page, hein, qu'on soit KCMS ou en code dans la balise title ou dans l'écriture de l'adresse URL? Bah, en fait, l'URL, en général, je fais pour qu'elle soit assez courte, voilà, qu'elle soit pas trop longue, qu'on puisse facilement la partager, qu'elle fasse pas peur, enfin voilà, qu'elle soit pratique en fait, qu'elle soit pratique. Par contre, la balise title, je peux vous donner un outil, ça s'appelle SEO Mofo, qui en gros va vous montrer comment s'affiche votre balise title. Si jamais je mets, par exemple, bon, on reprend l'exemple de la voiture. Hop, ici, il me fait voiture, Peugeot 208. Hop. En gros, découvrez nos modèles. Voilà, vous tapez votre balise title et en fait, il va vous montrer comment elle va s'afficher dans Google. Hmm. Et à partir d'un certain nombre, en fait, c'est pas de caractères, c'est des pixels. Parce qu'en fait, si je mets beaucoup de M, on va vite dépasser. Vous voyez, là, du coup, je ne serai plus affiché. Ah oui, Par contre, si je mets des I qui sont plus petits, je vais pouvoir en mettre beaucoup plus avant de ne pas ouais. afficher. Par contre, là, on est sur une notion, on va dire, d'ergonomie visuelle dans la page de résultats. Moi, je teste plus sur une notion de poids donné aux mots-clés. Moi, j'avais entendu dire que plus on mettait de mots-clés, par exemple, dans une adresse pour essayer d'être dedans ou dans un titre, plus on pondérait, on va dire, le poids des mots par rapport, bah, on va dire, à 100. En gros, si je mets 3 mots, je donne 33% de force à chaque mot. Si j'en mets 10, je donne que 10% de force à chaque mot. Bah ça, non, en fait, non, je Ça, c'est pas dirais. valable, non? Non, en fait, là, on entre justement dans des techniques pour essayer de voir ce qui marche le mieux avec Google. Je vous conseillerais plutôt de vous baser sur votre contenu et pour l'utilisateur. En Hmm. fait, de travailler votre balise title pour qu'en gros, quand je suis dans le résultat, Ouais, elle c'est parle à ça. l'utilisateur. Voilà, ok. Hmm. Regardez en fait tout simplement là sur comment choisir un t-shirt. Regardez celle qui parle le plus à l'utilisateur. Vous voyez, c'est laquelle qui vous donne le plus envie. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, le but. Faut pas oublier que c'est aussi de la cosmétique, en fait, la balise title, la métadescription, parce qu'elles vont être utilisées pour le titre et le Hmm. descriptif. Le but, c'est de faire que la personne, elle clique sur notre lien. Donc, il faut essayer d'y donner un maximum d'informations pour que, avant même qu'il ait cliqué, il sache sur quoi il va atterrir et quel type de contenu il va trouver. Ça rejoint ce que je disais un peu en préambule et ce que vous disiez aussi, c'est que le référencement est vraiment, vraiment, vraiment étroitement lié à la stratégie digitale au marketing, au copywriting. Et Ouais, c'est vrai que les complètement. deux, la technique et l'art d'écrire, on va dire, de faire passer à l'action l'utilisateur, l'internaute, c'est important. Ouais. Et c'est pour ça que je disais aussi de travailler pour l'humain, quoi, travailler pour Voilà. vos utilisateurs, pour vos prospects, vos clients, parce qu'en fait, au final, Google, il s'adapte en fait à ce que veulent les internautes. Et en travaillant pour les internautes, il n'y aura pas de souci, Ouais, vous ouais, devriez performer. le petit mot à la mode, c'est vrai que plutôt du côté de Paris, on entend beaucoup ça. Bon, ça se développe. C'est vrai que maintenant, on ne dit plus qu'on est en B2B, on ne dit plus qu'on est en B2C, on dit qu'on est en H2H, l'humain vers l'humain, quoi. Et c'est Ouais, vrai, de toute façon, voilà, je quoi, connaissais pas. Vous m'avez ah appris ouais, quelque non, mais chose. vous verrez, c'est un Je bon, connaissais je pas. pense. Mais c'est pas bête non plus, parce qu'on se rend Ouais, compte que même en marketing, en transformation, je veux dire, on peut faire tout ce qu'on veut en stratégie digitale marketing, tunnel de vente pour, voilà, j'ai capté l'email, etc. Mais à un moment, mhm, pour transformer la vente, ça se termine souvent le tunnel de vente par l'appel téléphonique ou la rencontre ou la visio. ouais, L'humain parle complètement. avec l'humain, c'est difficile de transformer autrement, quoi, sauf en Et justement, ouais, perso. dans la stratégie digitale, c'est bien de coupler les deux et de prendre tous les Tout à domaines, fait, tous ouais. les leviers. Il n'y a pas que le référencement, hein, il peut y avoir de l'emailing, il peut y avoir du Bien phoning, sûr. il peut y avoir tellement de choses en fait. Hmm. C'est le référencement, ça va être un de vos leviers marketing, mais il ne faut pas hésiter à en activer un maximum, quoi. Tout à fait. Bah, écoutez, merci bien pour toutes ces réponses et la Merci présentation. à vous. Merci. Alors, je vois, il y a une question lorsqu'on vend des produits, les questions portent sur la qualité du produit, mais pour des salles de réunion ou des bureaux, qu'en est-il? En fait, je pense que si on loue des salles de réunion ou des bureaux,
les critères de choix de l'internaute, bah, ils vont être le prix, ils vont être la qualité des bureaux, le nombre de places disponibles dans les bureaux, les équipements qui seront disponibles. Est-ce qu'il y a une machine à café? Est-ce qu'il y a un vidéoprojecteur? Est-ce qu'il y a un tableau blanc? Est-ce qu'il y a un tableau numérique? Enfin voilà, en gros, c'est de présenter les informations qui seront utiles à l'internaute. On peut essayer d'aller regarder sur Google, salle de réunion. Hop, vous voyez, qu'est-ce qui intéresse les internautes sur les salles de réunion? Donc, ça va être la ville, le pass sanitaire, la ville. OK. Donc, ensuite, on va essayer, ben voilà, Dijon, réservation, hôtel avec salle de réunion. Hop, on va essayer de checker ça. On va regarder. Donc, salle de réunion, hop, alloué, contact, mariage. Voilà, donc ça, par exemple, les différents événements qu'on peut faire dans les salles. Le prix, vous voyez, là, il y en a un qui l'a carrément mis dans sa balise title. Il a aussi fait, en fait, un marquage sémantique pour. Ah non, on est dans les annonces publicitaires. Donc là, on est sur de la pub Google, mais il a son numéro de téléphone. Mais vous voyez, le prix est important. Si on va sur les résultats naturels, vous voyez, salle de réunion à Dijon, on a tout de suite du Google My Business qui se positionne. Donc là, je peux aller regarder les salles de réunion. Et si je clique sur une, voilà, on a les horaires d'ouverture. Donc ça peut être important selon la réunion qu'on veut organiser. Peut-être ce sera une réunion en fin de journée. Donc si ça ferme à 18 h, ça m'ira pas. Donc n'hésitez pas vraiment à renseigner un maximum d'infos.